Bonjour mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ceux qui nous prennent pour la première fois. Je trouve que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je peux donc, sans me tromper, conclure que les sujets que nous vous proposons croisent bien vos attentes. Je me présente pour les nouveaux arrivants. Je suis Dr Clément Ikapi, animateur de l'émission Merci Docteur sur TLR TV, notre demi-heure de santé. Le sujet de ce soir est une maladie aussi vieille que le monde. L'histoire dit que Toutankhamon serait mort de cette maladie. Euh, à l'époque, nos ancêtres pensaient que cette maladie venait des zones marécageuses, mais non pas tort, ou de zones où l'air était très vicié. D'où le nom de paludisme, qui est dérivé du latin malus, qui veut dire marée, ou malaria, qui en italien voulait dire mauvais air. Ben, vous avez compris que le sujet de ce jour, c'est le paludisme ou malaria. En pensant à ce sujet, je m'en suis un peu voulu parce que je ne l'ai pas présenté plus tôt, mais qu'à cela ne tienne, installez-vous, installez-vous confortablement pour suivre votre émission. Qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme est une maladie parasitaire, humaine, habituellement fébrile, donc avec la fièvre, causée par un parasite appelé Plasmodium et qui se transmet par la piqûre d'un moustique appelé Anophèle femelle préalablement infectée. Notez bien qu'il existe très peu de contamination interhumaine en dehors de la maman qui donne la maladie à son fœtus sans passer par la case moustique. Habituellement, il faut une piqûre de moustique qui lui-même est infecté par ce fameux plasmodium. Nous y reviendrons. Pour la petite histoire, le parasite du paludisme ou du malaria a longtemps sévi en Europe, où il a fait des gros dégâts comme ce qu'on voit actuellement en Afrique. Pendant la traite négrière et la conquête du Nouveau Monde, les Européens ont donc embarqué dans leur cale, puisque c'était des bateaux, ce parasite, et qu'ils ont exporté en Afrique, en Amérique et en Asie. À ce jour, tous les pays de l'Europe occidentale, sinon presque, de l'Amérique du Nord et de l'Océanie ont presque totalement éradiqué le paludisme grâce aux efforts successifs des différents gouvernements. L'Afrique noire reste malheureusement la seule région, si vous voulez, concernée habituellement par 90% des cas de paludisme répertoriés au monde. C'est donc tout l'intérêt aujourd'hui de vous parler de cette maladie pour attirer votre attention quant aux mesures à prendre pour au mieux baisser le taux de prévalence de cette maladie. Quelle est son épidémiologie? C'est la première endémie parasitaire au monde. La malaria se trouve essentiellement en Amérique du Sud, en Afrique, qui représente 90% de décès par malaria. Et la région méditerranéenne Est, enfin le Sud-Est asiatique. 3 milliards de personnes sont exposées pour le palu. 300 millions de nouveaux cas, dont 500 000 décès annuels. À la fin de cette émission, sans vous faire peur, on aura plus de 10 morts par
paludisme. 80% des cas de paludisme répertoriés sont en Afrique noire, dont 70% ce sont des enfants, et des enfants habituellement de moins de 5 ans. De façon marginale, on peut rencontrer aussi des cas de paludisme importés dans le monde, aussi en Europe, qu'on appelle les paludismes des aéroports, qui sont dus aux moustiques infectés qui viennent des soutes des avions. Et les populations autour des aéroports ont souvent des cas de paludisme graves à cause d'absence d'immunité acquise, puisque ce sont des nouveaux cas, contrairement aux adultes qui, dans les zones d'endémie, font des formes assez légères du paludisme, grâce à leur immunité acquise. Revenons sur la zone d'endémie. Une endémie, on parle d'endémie quand une maladie sévit de façon permanente, sans discontinuer, dans une zone géographique donnée. C'est le cas du paludisme en Afrique noire. Avec près de 20 millions de cas, le Nigeria et la République démocratique du Congo payent le plus lourd tribut en matière de paludisme. Le Congo-Brazzaville, 242 000 km², 5 millions d'habitants par là, ne fait pas mieux que ses voisins, malheureusement. Tous les programmes de lutte contre le paludisme n'ont pas donné des résultats escomptés, alors que nous savons bien qu'il s'agit d'un vrai problème de santé publique. En Algérie, par contre, un programme national d'élimination du paludisme a été mis en place en 1968. Et actuellement, en Algérie, il n'existe que des paludismes d'importation. Les foyers autochtones dans presque tout le pays sont éteints. Bien, parlons du palud maintenant. Je vous ai dit, pour qu'il y ait paludisme, il faut la présence de 3 principaux acteurs qui sont le moustique, le parasite et l'homme. Le moustique s'appelle Anophèle, c'est l'agent vecteur. L'agent pathogène, c'est le parasite, le plasmodium, et puis il y a l'homme. Commençons par le moustique. Quel est le type de moustique qui inocule le parasite dans le sang humain? Il s'agit d'un moustique de type Anophèle, et c'est l'Anophèle femelle qui transmet le parasite, car le mâle, lui, il ne pique pas, il se nourrit des nectars des fleurs. L'Anophèle femelle se nourrit du sang humain. Sa particularité, c'est qu'elle vit dans les marécages, dans les forêts, au bord des lacs, des marigots et partout où l'eau stagne. Ne pique que le soir, donc la nuit, pour se reposer dans la journée. En réalité, le moustique, quand il nous pique, ce n'est pas pour nous transmettre la maladie, mais simplement, il nous pique parce que le sang humain, c'est son repas qu'il recherche, puisqu'il se nourrit que de ce sang humain. Faisons un peu d'entomologie pour comprendre le cycle du moustique. L'entomologie, c'est une science qui étudie les insectes. Il existe des milliers de types de moustiques. Celui qui nous intéresse ici, c'est l'anophèle, particulièrement l'anophèle femelle. Il pond ses œufs dans des zones humides, chaudes, marécageuses. Une fois qu'elle pondu ses œufs dans ce genre de gouttières, dans ces zones un peu cachées au niveau des eaux usées,
l'anophèle émet entre 100 et 300 œufs par ponte. Après la ponte, ces œufs se transforment en larves et ces larves en nymphes. Et la nymphe donne un moustique adulte. L'anophèle femelle, dès son premier vol, il va à la recherche des partenaires pour s'accoupler. Après l'accouplement, il y a donc fécondation et une fécondation qui donne l'œuf et l'œuf repart en larve et en nymphe, le cycle reprend. À noter que la durée de vie d'un moustique est de quelques mois, maximum 3 mois, et un moustique ne tourne habituellement que sur un rayon de près de 15 km, pas plus. Je vous parle de cette partie du cycle du moustique parce que c'est très important. Je vous le dis parce que pour la maturation des œufs de l'anophèle, elle a besoin des protéines humaines que l'anophèle ne peut trouver que dans le sang de l'homme pour développer ses œufs. C'est ainsi qu'au coucher du jour, il vient nous piquer pour récupérer dans le sang cette protéine afin de développer donc ses œufs jusqu'à maturation. Imaginez une femme enceinte qui ne mange pas, c'est la même chose. Le deuxième acteur de la transmission du paludisme, je vous ai dit, c'est le parasite. Et ici, c'est donc l'agent pathogène qu'on appelle le plasmodium. Il existe plusieurs types de plasmodium. On en connaît 5 sortes qui donnent le paludisme ou malaria. Il y a le plasmodium ovale, le plasmodium vivax qui donne des palus chroniques, le plasmodium malarié, le plasmodium coloesi qui pique aussi le singe, et enfin le plasmodium falciparum. De tous ces agents pathogènes, seul le plasmodium falciparum donne des résistances aux antipaludéens et seul le falciparum donne des accès palustes graves et mortels. Malheureusement, c'est donc ce plasmodium falciparum qui se trouve en zone intertropicale, donc en Afrique noire. Vous comprenez pourquoi 90% de cas de décès liés au paludisme n'existent qu'en Afrique noire. C'est parce que le seul plasmodium qui donne des palus mortels, c'est le falciparum. Désormais, quand je parle du plasmodium, il s'agit du plasmodium falciparum parce que c'est le plus dangereux. Toujours dans le cycle de transmission du paludisme, le troisième acteur, c'est l'homme. Je ne vous parle pas de l'homme, vous le connaissez autant que moi, si ce n'est pour dire que l'homme est celui qui a propagé cette maladie. L'homme, c'est celui qui, à certains égards, créé des gîtes artificiels qui permettent à l'anophèle de pondre ses œufs par son mode de vie. L'homme, c'est encore lui le réservoir ou l'hôte intermédiaire du parasite. C'est à l'intérieur de l'homme que se fait une grande partie du cycle du plasmodium, on le verra. Et enfin, l'homme, c'est la victime du paludisme. Pour mieux comprendre le paludisme, mieux comprendre sa dangerosité, il est important pour nous de comprendre le cycle du plasmodium, donc du parasite, aussi bien dans le corps humain que dans le corps du moustique. Comment ça se passe alors? Rappelez-vous que jamais je ne vous ai dit que l'œuf ou la larve ou la nymphe serait infecté de plasmodium. Non. À l'état naturel, il n'y en a pas. Cela veut dire qu'un moustique, quand il vous pique pour la première fois, ne vous transmet pas le paludisme. Un nouveau moustique, quand il pique, c'est pour se nourrir et nourrir sa progéniture, les œufs qu'il fait. La trompe
où le dard a deux substances. Un anesthésiant pour rendre la partie moins sensible et un anticoagulant qui permet au sang de ne pas coaguler avant d'arriver dans son organisme pour éviter que ces protéines ne coagulent. Et comme les plasmodiums dans son ventre remontent au niveau de ses glandes salivaires, c'est en nous piquant et quand il nous envoie cette anesthésie, et il dépose en même temps le plasmodium. Et c'est comme ça que se fait la transmission du paludisme. Mais pour cela, il faut que sa salive ait été préalablement souillée ou infectée par le plasmodium. Pour mieux comprendre la transmission du palu, voyons le cycle du plasmodium. Ceci nous permettra, vous allez voir, de bien comprendre cette maladie. Le cycle du plasmodium commence chez l'homme et s'achève chez le moustique. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un hôte intermédiaire. Désormais, je répète, parasite ici veut dire plasmodium falciparum parce que c'est lui qui nous intéresse, parce que c'est lui qui donne des paludismes graves, le palud neurologique. Et quand je parle du moustique, je parle de l'anophèle femelle, pas des autres moustiques. Suivez-moi bien, vous comprendrez bien le paludisme. Ce qui va suivre est très important pour vous, pour la bonne compréhension. Vous le verrez. Je vous ai dit aussi qu'à l'état naturel, l'anophèle femelle n'a pas de plasmodium falciparum dans sa salive, ni dans son estomac, ni dans sa salive d'ailleurs. Pour devenir contaminant, l'anophèle femelle doit d'abord piquer un sujet impaludé, donc sujet malade. Il aspire son sang et aspire le plasmodium, puis dans un deuxième temps, à l'occasion du prochain repas sanguin, il va donc contaminer sa victime indemne de tout plasmodium. C'est le début du cycle chez l'homme. Suivez. Les plasmodiums, au stade de sporozoïde, donc au stade de la salive, passent dans le sang humain, puis très rapidement, en moins d'une heure, envahissent le foie de l'homme. Au niveau de cellules du foie, ils se multiplient de façon rapide et vont faire plusieurs mutations. Ils partiront du stade de sporozoïde, trophozoïde, cygonte, mérozoïte, et enfin, ils passent en gamétocyte. Ne retenez pas ça, je vous expliquerai. Je cite tout ça, c'est pour que vous, pas pour que vous reteniez, mais c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs mutations au niveau des cellules hépatiques avant de passer dans le sang. Ces mutations ont pour intérêt de perturber, d'échapper le barrage immunitaire de l'organisme humain. Mais retenons simplement qu'au niveau du foie, le plasmodium falciparum va subir plusieurs mutations et se transformer plusieurs fois, se multiplier de façon rapide pendant à peu près une semaine et explose les cellules hépatiques. Les plasmodiums, une fois à l'état libre, vont se précipiter pour coloniser le sang et pénétrer dans les globules rouges, à l'intérieur desquels ils vont aussi se multiplier et se différencier en mâles et femelles. Ensuite, ils explosent à nouveau les globules rouges et ces plasmodiums différenciés qui vont exploser le globule rouge vont, à l'occasion d'un futur repas sanguin, être aspirés par le moustique. C'est ça que le moustique aspire. Une fois dans le sang, le cycle chez l'homme est fini. Aspiré par le moustique, le cycle commence au niveau de l'estomac du moustique. C'est à l'intérieur de l'estomac du moustique que les parasites sont fécondés jusqu'à donner une forme
qui va progressivement avancer vers les glandes salivaires de l'anophèle et le cycle est bouclé. Que faut-il retenir? Retenez juste ceci. Le moustique infecté pique un sujet sain, lui transmettre le parasite, qui est le plasmodium. Ce plasmodium, en 30 minutes, arrive au niveau du foie, se transforme plusieurs fois, migre dans le foie, où il subit plusieurs transformations avant de passer dans la circulation sanguine à l'état libre. C'est en ce moment-là qu'il passe à la circulation à l'état libre qu'apparaissent la fièvre, les premiers signes du paludisme. C'est parce qu'avant, lui, il est tellement intelligent que l'organisme ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît que quand il passe dans le sang, fièvre, céphalée, vomissement, asthénie, courbature, sueur, tous les signes que nous connaissons. C'est la réaction de l'organisme à cet étranger qu'il voit pour la première fois, mais qui était déjà à l'intérieur caché à l'intérieur de celui. Vous voyez? Donc, pour échapper aux cellules immunitaires, l'homme, par contre, s'immunise quand même malgré ça. Mais cette immunité est partielle et non permanente. C'est-à-dire que les sujets autochtones vivant dans les zones impaludées, comme en Afrique centrale, disons, font rarement des grosses crises de paludisme, rarement de paludisme grave. Il suffit que ce même sujet se soustrait de cette zone impaludée, ils redeviennent très fragiles comme des sujets nouveaux au paludisme. Les étrangers, comme les Européens, les Américains du Nord, etc., font, eux, des paludismes graves parce que c'est des nouveaux cas, ils ne sont pas immunisés, et il en est de même pour les femmes enceintes qui voient leur immunité modifiée par la grossesse, ainsi que les enfants de 6 mois à 5 ans. Pourquoi? Parce que avant 6 mois, le nourrisson est protégé par les anticorps de sa maman contre le palu, et après 5 ans, son système immunitaire commence à le protéger contre le paludisme. C'est ainsi que vous constaterez les décès pour paludisme intéressent près de 80% que les enfants entre 6 mois et 4 ans. Pour revenir aux touristes étrangers, j'allais oublier quelque chose. Et pour tout sujet qui n'est plus immunisé, comme un Africain qui vit désormais en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, dans les zones non impaludées, il faut savoir qu'après un séjour dans une zone impaludée, toute fièvre est considérée comme un accès palus aigu jusqu'à preuve du contraire. Non traitée, elle peut s'aggraver et même tuer d'ailleurs. Attention, 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 ne jamais se surestimer, ne jamais dire que j'ai vécu là-bas, je suis immunisé. Non, on n'est plus immunisé. Après 6 mois, c'est fini. Quels sont les signes du palu? Est-ce que c'est important d'en parler? Peut-être. Mais sachez qu'il n'existe pas des signes spécifiques au paludisme. Souvent, il peut s'agir d'un état, d'un syndrome pseudo-grippal. Rappelez-vous aussi que je vous ai dit que les premiers signes du paludisme apparaissent entre 7 et 15 jours après la piqûre du moustique infecté. Ces premiers signes correspondent à la phase d'état, c'est-à-dire au moment où le plasmodium, après sa transformation dans le foie, passe dans le globule rouge et explose le globule rouge et deviennent libres dans le sang. C'est en ce moment-là qu'apparaissent les premiers signes qu'on connaît, qui sont la fièvre, elle est intermittente habituellement, souvent tous les 2 jours, on les appelle
des fièvres tierces pour le Plasmodium falciparum. On peut avoir des frissons, des sueurs, des courbatures et des céphalées et des douleurs abdominales, parfois des troubles digestifs. Ce sont des réactions de l'organisme simplement. Vous voyez bien que devant tout ça, il n'y a pas de signe spécifique du paludisme. À ce stade, si le patient n'est pas traité, eh bien, le paludisme évolue, peut s'aggraver et atteindre certains organes comme le cerveau, neuropalu, le rein, l'insuffisance rénale, le foie et même le cœur pour faire des grosses défaillances. Nous l'avons dit tout à l'heure que ces complications sont souvent observées chez les nouveaux sujets qui peuvent même d'emblée développer des accès palustres graves sans commencer par un accès palustre simple qui relève de la réanimation ou des soins intensifs. Dans tous les cas, la preuve du contraire se fait, heureusement d'ailleurs, par deux examens simples et très peu onéreux, qui sont la goutte épaisse et le frottis sanguin, qui visualisent bien les plasmodiums dans le sang. Dans les zones très reculées où parfois il n'y a pas de microscope, où il n'y a pas d'agent de santé, on peut utiliser des tests rapides de détection antigénique, comme pour le COVID. Ce sont des tests qualitatifs qui vous disent simplement oui ou non s'il y a palu ou pas. Mais attention, ce test même négatif ne dispense pas d'un traitement anti-palus si les signes sont éloquents. À présent, quel est le traitement de l'accès palustre simple à Plasmodium falciparum? Il existe plein de médecins improvisés dans les zones à forte incidence du paludisme. Le seul conseil que je peux donner, c'est toujours aller voir son médecin, un agent de santé, pour qu'il vous donne le meilleur conseil et le meilleur traitement. Parlons un peu de traitement préventif. La première chose, c'est se protéger des moustiques. L'utilisation des moustiquaires, des habits à manches longues dans les zones paludées, surtout le soir, protection des membres inférieurs, des produits répulsifs, se badigeonner certains produits sur la peau, pulvériser certains produits sur les habits, pulvériser les maisons et enfin la chimioprophylaxie pour quelqu'un qui voyage, qui vient dans une zone impaludée. Pas de chimioprophylaxie pour les sujets qui vivent dans les zones de palud. Elle ne sert à rien. La chimioprophylaxie limite la contamination, mais ne dispense pas de la maladie elle-même. Enfin, il y a le vaccin. L'une des difficultés du vaccin, c'est les multiples mutations du parasite dans l'organisme. Une autre difficulté qui a longtemps retardé l'apparition du vaccin, c'est, je pense, le manque de volonté des grandes firmes pharmaceutiques qui commencent à se réveiller, disons, pour nous donner ce qui semble être un réel espoir pour les populations pauvres qui souffrent de ce fléau. Je ne vais pas insister sur le traitement curatif de l'accès paludisme simple pour deux raisons. Un, le traitement, c'est le domaine du médecin. Et la seconde, le traitement n'est pas le même selon les zones impaludées, puisqu'il existe des zones où le plasmodium est sensible à la chloroquine, il y a des zones de sensibilité intermédiaire et des zones de résistance, donc zone 1 ou A, B, C ou D de l'OMS. La zone 3, c'est la zone où le plasmodium est très résistant. Donc, en Afrique centrale, par exemple, où le plasmodium falciparum est très résistant, il faut utiliser les ACT. Allez voir son médecin, et il vous expliquera. De la même façon, pour les voyageurs, se renseigner dans les services voyageurs pour savoir
quelle prophylaxie en fonction de la zone de séjour. À présent, comment éradiquer le paludisme? Eh bien, l'éradication du paludisme est un problème aussi bien citoyen que gouvernemental. Le citoyen doit, quant à lui, respecter son environnement, prendre des mesures d'assainissement de son environnement à l'échelle locale, éviter tout comportement qui attire les moustiques, c'est-à-dire ne jamais laisser des pots avec de l'eau abandonnée, éviter des gouttières avec de l'eau, des eaux de pluie, éviter des promenades le soir dans des zones proches des marigots, trouver des moyens de repousser les moustiques, des moyens naturels. Hein. Nous avons les plantes comme la citronnelle, comme la cannelle, comme l'eucalyptus, comme le basilic, comme le cèdre, comme la menthe. C'est bien dans son jardin d'avoir ce genre de plantes qui repoussent les moustiques. Que les constructions soient faites avec des maisons avec des grilles anti-moustiques, c'est très important là aussi. Utiliser des pièges à moustiques dans les domiciles et des insecticides, et je l'ai dit plus haut, des habits amples à longue manche pour éviter des piqûres de moustiques. Le gouvernement, à son niveau, fera des pulvérisations à beaucoup plus grande échelle, des pulvérisations dans les locaux, des pulvérisations auprès des marécages, encourager les chercheurs locaux à trouver leur vaccin, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il est l'une des difficultés du vaccin, c'est aussi que les firmes pharmaceutiques traînent un peu les pieds. Donc, que les gouvernements des pays impaludés trouvent leur propre vaccin ou leurs propres médicaments, c'est toujours très important. Stimuler les prédateurs naturels des moustiques et utilisation des moustiques génétiquement modifiés, qui fera que le moustique pourra nous piquer, mais sans nous donner la maladie. Étant donné qu'on connaît le cycle du moustique, je pense qu'on peut à tout moment aller interférer avec le cycle du moustique en détruisant leur milieu naturel, en détruisant les nymphes, parce qu'il y a des poissons qui se nourrissent des nymphes, donc on peut utiliser aussi cette méthode, ou alors des méthodes qui détruisent, qui détruisent les larves des moustiques. Le tout pour avoir un, un environnement sain, peut-être pas sans moustiques, mais avec des moustiques stériles. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le paludisme. J'espère vous avoir été utile. J'espère avoir été clair. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous demander de liker, de partager, de nous envoyer des belles étoiles. Entre-temps, avant la prochaine émission, prenez soin de vous et je vous dis au revoir. Merci.